Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Ouverture du sommet Afrique-États-Unis en présence d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains à Washington. Et Joe Biden est pour une présence permanente de l'Afrique au G20. Dans l'actualité également, le ministère de la Santé a organisé un atelier de validation du plan stratégique de lutte contre le paludisme pour la période 2024-2026. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. 8 ans après la tenue du dernier sommet, le sommet Afrique-États-Unis vient de s'ouvrir. Près d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains participent à cette deuxième édition de haut niveau à Washington. L'occasion également pour faire un inventaire sur beaucoup de domaines d'intérêt commun. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui est à la tête d'une forte délégation, prend part également à ce sommet aux côtés de ses homologues africains et américains. Plusieurs sujets sont abordés durant ce sommet, notamment les voies et moyens de consolider les liens dans le domaine de la sécurité et le renforcement du soutien des États-Unis aux pays africains pour maintenir la paix dans plusieurs pays du continent africain. Au cours de ce sommet, les dirigeants africains ont formulé le souhait d'avoir un siège permanent aux Nations Unies pour l'Union africaine afin de participer et défendre ses intérêts dans les instances internationales, mais aussi d'être représentés au niveau du G20 et au conseil d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le président américain Joe Biden a annoncé 55 milliards de dollars d'investissement dans différents secteurs pour booster l'économie du continent africain et lutter ainsi contre le chômage. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quant à lui mis l'accent sur l'importance de renforcer les partenariats entre l'Afrique et les États-Unis de manière générale, et en particulier entre Djibouti et les États-Unis, sachant que notre pays accueille la seule base américaine en Afrique. Et pour plus de précisions concernant donc les différents thèmes à l'ordre du jour de ce sommet, suivant l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Issouf. C'est un sommet qui est organisé dans un contexte mondial, géopolitique, sanitaire, un contexte d'inflation globale, en un mot, un contexte mondial difficile. Je crois qu'il faut souligner 3 éléments importants dans le cadre de cette rencontre. Le premier de ces éléments est que l'Afrique est aujourd'hui mieux organisée qu'avant. L'Afrique aujourd'hui est considérée comme un partenaire fiable sur la scène internationale et l'Afrique a des attentes par rapport au partenariat qu'elle entretient avec un certain nombre de pays influents. Pour ce qui est de ce deuxième sommet, Afrique-États-Unis, l'agenda est très clair. L'Afrique a des attentes. L'Afrique a posé un certain nombre de priorités qu'elle souhaite voir le partenaire américain prendre en considération. La première de ces priorités, d'abord la paix et la sécurité. Comment les États-Unis peuvent consolider tout le processus de stabilisation, de paix et de sécurité mené par l'Union africaine et que l'Afrique attend de ce partenaire qu'il puisse s'impliquer davantage dans l'accompagnement des États africains à stabiliser un certain nombre de régions ou de pays dans lesquels la situation politique est instable. L'autre élément important que l'Afrique a sollicité en venant ici, c'est de voir une meilleure représentativité du continent sur la scène internationale et en particulier dans les instances multilatérales. L'Afrique demande et exige un siège permanent au Conseil de sécurité. L'Afrique souhaite être représentée au niveau du G20. L'Afrique veut qu'elle soit représentée dans les conseils d'administration de la Banque mondiale et du FMI. Donc, une présence réelle, effective du continent africain dans ces instances qui sont un peu les instances mondiales de prise de décision. Poursuivant, le ministre Mahmoud Ali Issouf est revenu également sur le partenariat Afrique-États-Unis, mais surtout sur le partenariat Djibouti-États-Unis. Réécoutons le porte-parole du gouvernement. Côté américain, les États-Unis ont fait une annonce de 55 milliards de dollars d'investissement sur 3 ans. Dans tous les secteurs que je viens d'évoquer, le président Biden a promis qu'il livrera cette promesse. Il fera en sorte que ces 55 milliards de dollars puissent vraiment être investis dans les secteurs qui ont été identifiés par les États africains. Un forum des affaires a été organisé en marge de ce sommet pour mettre en contact
les hommes d'affaires américains et les hommes d'affaires africains. Et cela a permis de créer une synergie, de créer des partenariats et surtout de créer des plateformes à partir desquelles les communautés d'affaires peuvent commencer à travailler. Le président Guelleh a profité de sa présence dans le cadre du sommet pour mener des consultations, des entretiens avec beaucoup de pays amis, dont les États-Unis, le Kenya, etc., etc. Et donc, l'intérêt pour nous d'avoir un partenariat avec les États-Unis est que l'Amérique est un, je dirais, partenaire stratégique. L'intérêt de ce partenariat stratégique, je veux dire, c'est qu'il y ait des retombées. Retombées pour la sécurité de Djibouti et de la région. Retombées pour la stabilité de notre région, de la voie maritime la plus fréquentée, etc. Mais au-delà de cela, le message de fond que nous avons transmis à nos amis américains, c'est qu'il doit y avoir des retombées économiques de cette présence américaine à Djibouti. L'emploi est la première des priorités et le président Guelleh a clairement indiqué que la priorité de l'emploi au camp Lémonier et dans les autres zones où les Américains font leurs opérations soit donnée aux jeunes Djiboutiens. C'est un message de fond, c'est un message fort, c'est un message sur lequel on ne va pas transiger. Et nous avons donc exposé ces situations et nous attendons que les États-Unis puissent penser à comment rééquilibrer donc, ce déficit dont nous avons parlé en termes d'emploi, en termes de retombées économiques et investissements et en termes de pertes fiscales par rapport à leur présence à Djibouti. Voilà un peu la discussion que nous avons eue avec les hauts responsables américains depuis hier et avant-hier. Sitôt dit, sitôt fait, le locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden, a plaidé hier à Washington en faveur d'une représentation permanente de l'Afrique partout et dans toutes les institutions mondiales, dont le Conseil de sécurité des Nations Unies et le G20. C'était lors de sa prise de parole devant environ 50 dirigeants africains dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Joe Biden a annoncé aussi une tournée en Afrique subsaharienne sans en préciser la date. Il serait ainsi le premier président à se rendre dans cette partie du continent depuis le voyage de Barack Obama en 2015 au Kenya et en Éthiopie. Une prise de position saluée par le président en exercice de l'Union africaine. Alors que Joe Biden a promis de l'aide en matière de sécurité ou de réforme démocratique, il a aussi plaidé pour une meilleure gouvernance sur les continents. Et dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a visité hier la région d'Arta et a eu une première réunion dans le bureau du préfet, une réunion de travail avec les préfets des régions de l'Intérieur, d'Ali Sabié, du Dikil, de Tadjoura et d'Obok, qui a eu lieu à la préfecture d'Arta. Un accueil chaleureux a été réservé par le préfet d'Arta, Mohamed Cheikho, et les notables au ministre de l'Intérieur. L'objectif de cette réunion était de s'informer sur la situation des régions ainsi que les principales préoccupations et doléances des populations et la planification du recensement général de la population et des habitants prévu prochainement dans les régions de l'intérieur. Le directeur général de l'INSTAD, l'Institut des statistiques de Djibouti, qui a profité de cette occasion, a expliqué les différentes activités programmées dans le cadre du recensement et planification des phases avec les préfets et les présidents des régions présents à cette réunion. Le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets des régions d'appuyer le processus de recensement général de la population et de l'habitat, qui est un exercice stratégique et important pour notre pays. Dans l'actualité également, santé à présent, un atelier de validation du plan stratégique de lutte contre le paludisme pour la période 2024-2026 s'est tenu au Djibouti Palace Kempinski en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoïta, et des représentantes du PNUD et de l'OMS à Djibouti, ainsi que du président du CCMI. Organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme, cet atelier de validation du plan stratégique constitue une extension de l'actuel plan stratégique national
qui englobe toutes les actions préventives et curatives telles que les distributions massives de Milda, les activités de destruction des gîtes larvaires et les campagnes périodiques de prévention. À cela s'ajoutent les opérations de lutte antivectorielle et les pulvérisations ou intradomiciliaires qui ciblent notamment les quartiers de la capitale les plus atteints. Appuyés par différentes organisations onusiennes, ces efforts gouvernementaux de lutte contre le paludisme ont déjà donné des premiers résultats probants avec une réduction du nombre de cas de paludisme de 24% en 2021 par rapport à 2020. Et les représentantes du PNUD et de l'OMS ont remercié dans leurs interventions le ministère de la Santé pour l'organisation de cet atelier. Nous les écoutons. Le paludisme, nous le savons tous, reste un problème de santé publique majeur, particulièrement en Afrique, où selon donc les données de l'OMS, représente 95%, l'Afrique donc représente 95% des cas de paludisme. Et à l'échelle nationale, à Djibouti, bien que le nombre de cas ait diminué, l'élimination du paludisme à l'horizon 2030 reste toujours pour le gouvernement et particulièrement pour les autorités sanitaires et leurs partenaires un important objectif à atteindre et à maintenir dans la durée. Nous pouvons néanmoins nous féliciter des résultats encourageants et probants que connaît la lutte contre le paludisme à Djibouti. En effet, selon les dernières estimations, on a une baisse des cas entre 2020 et 2022, bien que nous faisons face à des cas spécifiques. Décembre 2022, à l'aube de 2023, qu'est-ce que nous aimerions retenir de ces années de lutte contre le paludisme menées pour protéger la population djiboutienne? Il serait le bienvenu, en cette fin d'année, de relever une note positive sur ces nombreuses campagnes sur le terrain, programmes de planification et de coordination. Depuis le début, le programme national de lutte contre le paludisme, sous le leadership du ministère de la Santé et le gouvernement djiboutien, s'est livré à une lutte sans relâche pour inverser la tendance et revoir à la baisse les records inquiétants atteints entre 2013 et 2020. Comme ma collègue du PNUD vient de le dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une baisse de 24% nombre de cas en 2021 par rapport à 2020. De plus, la tendance est toujours à la baisse. Et je pense que nous pouvons marquer une pause et s'applaudir tous ensemble. Je vous propose également de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de la Santé. Votre présence ici à cet atelier démontre sans doute le grand intérêt que vous accordez à la lutte contre cette maladie, le paludisme. Ma gratitude va particulièrement à l'endroit des agences des Nations Unies, partenaires essentiels comme l'OMS, le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le VIH et la tuberculose, le PNUD, l'UNICEF et d'autres organismes comme l'OIM. Je n'oublierai pas également la coopération bilatérale, notamment l'USAID et la JICA. Il faut aussi souligner que d'autres départements participent à la lutte contre le paludisme, comme le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de la Solidarité et également des associations, des ONG nationales qui participent activement à la lutte contre cette maladie. Mesdames et messieurs, le paludisme demeure un problème de santé publique à Djibouti, car selon les données de notre système national d'information sanitaire de 2020, le paludisme est la première cause de morbidité avec un taux d'incidence de 59 pour 1000. En nouvelles du pays toujours, le port polyvalent de Doralé ou DMP a accueilli ce matin le MV Aquarius As, un navire roulier de la ligne maritime japonaise MOL avec à son bord 2235 véhicules de transbordement. Et quant au MV Morning Lily, un navire Roro de la ligne maritime Ecor a déchargé 401 unités de véhicules au port historique de Djibouti. Le port polyvalent de Doralé, avec ses tarifs compétitifs et son emplacement géographique incomparable, est un atout majeur pour les transporteurs voulant effectuer
parler du transbordement, rappelant que le transbordement constitue l'action d'expédition des marchandises ou des conteneurs vers une destination intermédiaire puis vers une autre destination. L'escale d'aujourd'hui démontre la confiance que cet armateur japonais a pour les installations de Djibouti et pour DMP en particulier. Aujourd'hui, avec un nombre de 2235 véhicules, la MOL n'a de cesse d'augmenter le volume de son fret vers le DMP. Force est de reconnaître que DMP, avec son savoir-faire et son attractivité, semble réussir la confiance de son client et par conséquent renforcer son positionnement comme plateforme portière et logistique de haut niveau, ayant une position géostratégique, stratégique également et géographique sur le Bab el-Mandeb. Ce port permet de conforter la connectivité internationale de Djibouti et de renforcer la compétitivité djiboutienne à l'échelle internationale. Le port de Djibouti, qui a longtemps été le poumon économique du pays, démontre ici son importance et son utilité lorsqu'il s'agit de répondre à une demande aussi forte qu'aujourd'hui. Sa complémentarité avec le port polyvalent de Doralé n'est plus à démontrer. Le MV Morning Lily, navire Roro de la ligne maritime Corps, a déchargé 401 unités de véhicules au port historique de Djibouti, le port de Djibouti qui a longtemps été le poumon de Djibouti. Donc, lorsqu'il s'agit de répondre à une demande aussi forte avec l'arrivée de 2 bateaux transportant 2636 véhicules, la complémentarité de l'ancien port avec le port polyvalent de Doralé ou DMP n'est plus à démontrer. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie, organise le premier forum Déclic Pro à Djibouti. Cet événement s'est déroulé les 14 et 15 décembre, intervient dans le cadre du projet pilote Déclic Formez-vous au numérique. De nombreux opérateurs économiques et notamment des entreprises de la filière numérique ont pris part à la cérémonie de lancement parrainée par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mahyoub. Une délégation de l'OIF conduite par Ouma Awar prend part également à cet événement. Il faut dire que le numérique touche à tous les secteurs économiques, en ce qu'il permet d'accélérer le développement de nouveaux métiers numériques. À ce titre, le MENFOP a mis en place une offre de formation diversifiée et de qualité adaptée à l'évolution du numérique dans le paysage économique. Rappelons que Djibouti fait partie des 10 pays de l'espace francophone qui participe au projet Déclic. Écoutons pour plus de précisions concernant le lancement de ce projet, l'intervention de la représentante de l'OIF, Oumawar. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde devenu globalisé au sein duquel le numérique occupe désormais une place centrale. Les connaissances et les compétences autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont devenues une nécessité pour l'insertion professionnelle des jeunes et des filles. Conscient de cette nouvelle réalité accentuée par la pandémie de Covid-19, l'OIF a fait des problématiques liées au numérique une priorité dès le 6e sommet de la francophonie qui a eu lieu en 1995. Actuellement, 1300 jeunes sont formés dans 10 pays francophones et sont accompagnés à l'insertion professionnelle. Faisant de l'insertion professionnelle l'autonomisation des jeunes et des femmes une priorité, l'OIF entend, à travers le projet Déclic Formez-vous au numérique, contribuer au renforcement des compétences numériques individuelles et professionnelles des jeunes et des femmes dans l'espace francophone, dans le but d'améliorer leur qualification et leur accès à un emploi décent sur le plan salarial ou entrepreneurial. À Djibouti, ce sont 100 jeunes djiboutiennes et djiboutiens qui ont été formés dans le cadre de cette phase pilote du programme. Ils ont été formés au métier du développement web au lycée technique de Gabon. Sur les 88 États et gouvernements membres de la francophonie, Djibouti a le mérite d'avoir été sélectionné parmi les 10 pays pour servir de phase pilote à ce projet. Secrétaire général du ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Ahmed Youssouf Elmi, aux côtés de l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie auprès de Djibouti, Salad Ali, a clôturé hier à l'hôtel L'Acacia un atelier de formation aux techniques postales au profit de la poste somalienne. Cet atelier de formation s'est déroulé du 11 au 15 décembre. Et cet atelier de formation a été organisé par la Poste de Djibouti grâce au soutien de l'Union postale internationale. Cet atelier de formation permettra
permettra aux agents de la poste somalienne d'intégrer les techniques de base essentielles dans l'accomplissement de leur travail au quotidien. La séance de clôture s'est déroulée avec la remise des certificats aux agents de la poste somalienne par les officiels présents à cette importante cérémonie. Les CDC de PK12 et Quartier 7 ont accueilli un illustre illusionniste, Denis Fabre, originaire de Bordeaux, exerce le métier de magicien. Du 14 au 15 décembre, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti, ce prestidigitateur a accompli des prouesses lors de la prestation organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture dans l'objectif d'accroître les activités de loisirs pour les plus jeunes. Les représentants du ministère de la Jeunesse et de la Culture, les directeurs des différents CDC ainsi que des jeunes ont pu ainsi profiter d'un étonnant spectacle. Lors de ces représentations, ce talentueux magicien a ébloui son public grâce à de nombreux tours qui prêtaient à confusion. À l'aide d'une panoplie d'ustensiles tels que des anneaux, des balles en caoutchouc, des fruits, une baguette magique, etc., il a su défier le raisonnement et la logique du public sur un fond humoristique. Les spectateurs ont été captivés par ces tours et illusions qui ne cessaient de s'enchaîner. Les plus jeunes ont également pu participer en apprenant les tours les plus simples, tandis que leurs aînés tenter de discerner le vrai du faux. Et c'est sur une note joviale que cette rencontre avec le monde de la magie a pris fin. Fait divers à présent, suite à un travail d'enquête de longue haleine, les gendarmes de la brigade des quartiers 6 et 7 ont solutionné une affaire de vol de grande envergure et ce, dans un laps de temps record. Tout avait commencé de la plainte d'une victime qui s'était rendue à la brigade suite au cambriolage de son entreprise. Un lot important des effets vestimentaires composé de 1800 t-shirts polo, 2900 t-shirts manches courtes et 5100 casquettes a été dérobé. Le préjudice est alors estimé à 4 226 000 de nos francs. Aussitôt, des investigations ont été entamées et le receleur présumé de la marchandise volée a été identifié. La moitié des objets volés a été saisie par les gendarmes alors que l'autre moitié a tout simplement été vendue par le receleur présumé. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont mis la main sur l'auteur principal de ces faits, soit un employé de l'entreprise. Au cours de l'enquête, une somme numéraire de 2 500 000 de nos francs, qui n'est autre que la recette de vente des objets volés, a été saisie. Placés en garde à vue, les personnes en cause ont reconnu les faits. À l'issue de l'enquête effectuée, ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Parlons football à présent. À l'occasion de la Coupe du Monde de Qatar, le grand terrain d'entraînement de Qarré d'Ali Sabieh ainsi que le centre de développement communautaire de la ville ont installé des écrans pour offrir aux jeunes l'opportunité de suivre collectivement les différentes phases de la Coupe du Monde de football. Les différents matchs retransmis en direct par les chaînes Bein Sport et la RTD sont suivis également dans les quartiers et les restaurants en direct. Et depuis le début de la Coupe du Monde, des moyens humains et techniques ont été mobilisés dans les opérations de mise en place de ces écrans pour permettre aux amoureux du ballon rond de vibrer collectivement au rythme des applaudissements des supporters. Preuve d'initiative en mettant en place des vidéoprojecteurs dans le chef-lieu d'Ali Sabieh, mais aussi dans les localités reculées de la région d'Ali Sabieh, pour que la jeunesse puisse suivre l'évolution de la Coupe du Monde. C'est un plaisir pour nous d'animer ce terrain. Je suis chargé du programme Animation Coupe du Monde. Depuis le début de cette Coupe du Monde, le terrain Qarré a mis en place le vidéoprojecteur pour les jeunes d'Ali Sabieh. Similaire cette fois-ci dans la région de Tadjoura où le secrétariat d'État au sport et le ministère de la Jeunesse et de la Culture ont installé des écrans et dans les localités avoisinantes pour que les populations de ces secteurs puissent suivre les différentes rencontres de la Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Chaque soir, les habitants de la ville de Tadjoura et ceux des localités se donnent rendez-vous pour suivre ensemble les meilleurs moments de la Coupe du Monde. Il faut noter que le sport, surtout le football, de par sa nature, est participatif et fédérateur et rassemble les communautés et les individus. En
En nouvelles du monde, à présent, toujours en sport, jour de repos à Doha, alors que les demi-finales du mondial ont rendu leur verdict. Les supporters présents au Qatar attendent désormais avec impatience les finales prévues ce week-end. Les Marocains ont déjà digéré leur défaite face à la France et espèrent bien conclure en beauté leur incroyable épopée en décrochant une 3e place mondiale contre la Croatie demain soir. La grande finale opposera donc l'Argentine de Messi à la France de Mbappé, 2 nations bien décidées à accrocher une 3e étoile à leur maillot. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.